pour moi, le savant mélange entre l'humain et la machine peut donner des résultats qui sont extraordinaires. Donc c'est une forme de liberté que la machine redonne à l'être humain. Bonjour Grégory Renard. Bonjour Jérôme. Vous êtes en ligne avec nous depuis la Californie. Vous êtes entrepreneur, chercheur en intelligence artificielle appliquée au langage. Vous travaillez notamment à Berkeley et à la NASA. Les outils d'intelligence artificielle que le monde entier semble découvrir aujourd'hui avec ChatGPT, avec les annonces Google, Microsoft, etc. En fait, vous connaissez ça depuis longtemps. Est-ce que c'est une révolution ou pas ? Alors, en fait, c'est pas nouveau. Donc, parce que GPT, la structure GPT qui est Generative Pre-trained Transformers. Donc, après, tout ça, c'est des termes qui sont merveilleux pour briller en société dans les soirées. Donc, retenez juste les termes. Vous allez voir, vous pourrez les utiliser très facilement. On va pouvoir parler un peu des concepts qui se trouvent derrière. Donc, grosso modo, les structures, en fait, GPT sont arrivées vers 2018, si je me souviens à peu près. Le mois de juin, vous pouvez aller sur la plateforme Archive, donc qui est une plateforme pour scientistes, du moins pour scientifiques, où vous retrouvez tous les papiers qui sont publiés. Et vous avez eu plusieurs générations. Donc, vous avez GPT-1, qui était GPT, puis GPT-2, puis GPT-3. Et en fait, grosso modo, on a une évolution de la capacité du modèle à avoir beaucoup plus de paramètres. Donc, grosso modo, on évolue sur le nombre de paramètres. Que signifie l'évolution du nombre de paramètres? Là, on était à 175 milliards de paramètres à peu près, donc qui est quand même assez conséquent, hein, et qui se rapproche de plus en plus de comment potentiellement notre cerveau fonctionne, même si c'est pas du tout. Donc, surtout, ne me faites pas dire ce que je voulais pas dire. Mais grosso modo, ne comparons pas ça au cerveau. C'est un autre mode de fonctionnement, d'accès à la connaissance. Voilà, le point qu'il faut comprendre, c'est surtout ne pas se tromper, pas être dupé. C'est un outil. Ce n'est pas une intelligence en tant que telle. Donc, on est sur un historique, en fait, des modèles qui a évolué dans le temps. Donc, moi, j'ai découvert GPT-1, GPT-2 à l'origine, en fait, parce que comme je suis dans les langages modèles depuis à peu près 92, donc j'ai eu la chance de voir toutes les étapes, en fait, des différents modèles et moi-même entraîner très longtemps, jusqu'au moment où j'ai décidé d'arrêter parce que je trouvais que les budgets devenaient de plus en plus conséquents et surtout que beaucoup d'entreprises qui levaient énormément d'argent pour faire que ça mettaient les modèles ensuite en open source. Ce qu'on appelle aujourd'hui les modèles de fondation qu'on peut utiliser. Imaginez, c'est comme si vous avez votre enfant, vous lui apprenez d'abord le langage. Voilà, le français, l'anglais, l'espagnol, c'est ce qu'on appelle des modèles de fondation. Et quand vous avez le langage, après, vous pouvez commencer à apprendre de la connaissance. Donc, le gros point qui a été très sympathique, c'est que dans l'évolution de ces modèles qui sont partis des embeddings avec, en fait, l'évolution vers les biais LSTM avec attention, donc on a eu toute l'attention, en fait, les modèles attention qui sont arrivés. Donc c'est la capacité, en fait, si je dois essayer de le reformuler pour plutôt expliquer à tout le monde, c'est la capacité, la machine de comprendre mieux le contexte et la structuration. Donc c'est-à-dire que grosso modo, la machine ne va pas seulement, en fait, elle ne comprend toujours pas ce qu'il y a dedans, mais elle est capable de point de vue de modèle statistique, de comprendre la structuration du fond et de la forme du langage. Et donc, il lui donne en fait. Pas vraiment, mais elle arrive à faire elle arrive à trier, quoi. Voilà, donc c'est vraiment des modèles probabilistiques qui vont, en définitive, de par la notion particulière de génératif, donc par des notions alternatives, en fait, d'être capable de restructurer en fait un texte qui est ultra cohérent par des modèles, comme on se le disait, de stats et trouver les similarités entre éléments, donc des paraphraser, ce genre d'éléments, ce qui est d'ailleurs, c'est un des exemples. Hein. Moi, j'utilise ces technologies-là depuis plusieurs années, essentiellement pour faire du paraphrasing. Donc, mon anglais au quotidien n'est pas un des meilleurs au monde, donc généralement, je vais utiliser ça à l'écrit. Ça fait un travail qui est juste incroyable. Donc, ça m'aide en fait à mettre en fait beaucoup plus de professionnalisme dans mes écrits en fait au quotidien. Donc, en fait, vous avez ce modèle en fait génératif qui va mieux comprendre le contexte, mieux comprendre également quelle est la partie d'attention dans un texte où il faut être focusé, pour pouvoir mieux comprendre en fait et extraire le sens du texte, pour pouvoir ensuite refaire des distributions au-dessus de ça. Grégory Renard, est-ce qu'on a raison de dire que c'est une révolution et une disruption? Alors, oui et non. Oui, d'un point de vue grand public, parce qu'en fait, le grand public a découvert en fait ce type de modèle et en fait les génératifs modèles, mais il y en a plein d'autres. Donc, regardez une des startups que je suis très longtemps, que j'aime beaucoup, qui est Hugging Face, en fait, à New York, qui fournit aujourd'hui plus de 100 000 modèles en fait de langage disponibles en open source. Donc
Imagine quand on s'est connus au début de ma carrière sur ces sujets-là, je devais tout faire moi à la main. Aujourd'hui, c'est 2 lignes de code. Tu viens, poum poum, et t'as ton langage modèle qui est quasiment prêt. Et tu peux toi commencer à construire au-dessus en fait. D'accord. Et donc, tu as énormément de modèles qui sont disponibles. Pour le grand public, c'est une révolution parce qu'il n'y avait pas encore de vraies startups, en fait, qui avaient, du moins quand je dis de vraies startups, il y a plein de vraies startups, mais il n'y avait pas de startups qui avaient réussi à avoir l'engouement autour de ce genre de technologie jusqu'à présent. Et de manière compréhensible, donc c'est ce qu'on appelle Innovator Dilemma, donc ou Entrepreneur Dilemma, je me souviens plus, c'est un bouquin qui explique typiquement que lorsque tu es posé sur une technologie, tu as dur à ramener la révolution toi-même de cette technologie, qui a été potentiellement le cas de tous les grands acteurs qui avaient ce genre de technologie en interne. Oui, le dilemme de l'innovateur, c'est-à-dire que quand on domine, on va pas s'auto-disrupter en fait. C'est le problème de Google qui s'est fait dépasser, qui n'a pas été le premier à annoncer des choses dans ce domaine. J'ai vu des démonstrations d'équivalent de ChatGPT, d'autres acteurs du domaine, des semaines et mois avant que ChatGPT sorte. Donc, par contre, pour nous en tant que data scientist, moi j'ai déjà des éléments en production avec ces technologies. Quel type d'éléments ? Ce sont des modèles de langage qui sont en production, qui permettent de faire aussi bien de l'extraction d'informations, comprendre ce qu'il y a dans un document, faire le summary d'un document, avoir des outils en fait pour pouvoir analyser des volumes de data qui sont non analysables pour un être humain. Tu te souviens par exemple un de mes outils que j'utilise pour moi, parce que je peux pas être crédible auprès de mes partenaires, de mes clients si j'utilise pas également pour moi. Donc typiquement sur mon temps libre, je développe des technologies qui m'aident à faire toute ma revue de presse. Et donc ils lisent tous les articles, ils me font des summaries, jusqu'à me générer en fait une grosse partie de mes contenus que j'ai à valider et pour partir vers la publication. Est-ce que ça fait du sens ? Je me souviens que tu me parlais de ça il y a déjà de longues années, effectivement, de ces petits robots. Ça marche toujours et ça marche plutôt bien. Ouais, de ces petits robots qui explorent et qui ramassent de la connaissance et qui font des résumés. Alors, on comprend bien que ChatGPT, c'est donc juste un outil, une espèce de grosse calculatrice ou de gros traitements de texte super évolués. Ce n'est en aucun cas un cerveau, encore moins de l'intelligence. Pourtant, Google et Microsoft viennent d'annoncer qu'ils allaient utiliser ça dans leur moteur de recherche. Qu'est-ce que ça va changer ? C'est une bonne idée ou pas ? Mais c'est une excellente idée. Et d'ailleurs, on se demandait quand est-ce qu'on allait enfin y aller, parce que nous on le voit en fait. Tu vois, nous en tant que scientiste, moi ça fait en fait je sais même plus combien de temps, mais quasiment depuis la sortie j'ai utilisé GPT-2 en mode open source parce qu'il est disponible en libre utilisation. GPT-3 est un peu plus complexe en fait à utiliser à titre individuel en tant que scientiste ou même entreprise. Donc là, j'utilise directement les API d'OpenAI. Et on se demandait, mais quand est-ce que ça va arriver, ça ? Parce qu'aujourd'hui, quand tu recherches une information, tu veux l'information, tu veux pas aller lire 200 pages qui vont potentiellement te donner peut-être l'information. C'est aussi un peu la démarche dans laquelle les moteurs de recherche étaient en train d'évoluer. Donc, personnellement, moi, je vois d'un très bon œil l'approche de pouvoir dire, tiens, je vais avoir intégré dans mon browser et dans ma recherche le fait qu'il va me retrouver les 20 top résultats, il va m'en faire une synthèse, il va me dire donne les pointeurs là, je suis capable de te donner la différenciation. Maintenant, c'est à toi de pouvoir aller plus en profondeur, mais je vais te donner des informations genre analytics, ou du moins, tu sais, c'est un peu la notion de visualisation, c'est la data visualisation. En fait, ça va te permettre de prendre du recul sur toute la data qui est là pour pouvoir choisir là où tu veux vraiment aller et te faire gagner du temps. Mais l'erreur, ce serait de prendre tout ça au pied de la lettre sans aller plus loin. C'est-à-dire qu'il faut avoir les sources pour pouvoir être certain que les informations sont fiables, pour mieux les comprendre. Bien sûr, qui est d'ailleurs un des points très clairs. Hein. Donc, après, je sais que c'est toujours compliqué. Les gens aiment pas lire la documentation. Et c'est normal. Il y a peu de gens qui vont lire la documentation. Mais OpenAI a mis toute la documentation en ligne. Donc, ils disent clairement, attention, c'est un outil qui fonctionne dans ce cadre-là. Vous pouvez tenter de l'utiliser pour autre chose, mais à vos risques et périls, grosso modo. Donc, quels sont les cas d'utilisation où ça marche vraiment bien ? Typiquement, la traduction, où je pense qu'aujourd'hui, ChatGPT peut être un des state of the art en termes de traduction. Tu vas avoir le fait de faire des résumés. Excuse-moi, je voulais dire en anglais, la summarization. Le fait de faire des résumés. Tu lui donnes un texte long, tu lui dis, fais-moi le résumé en un paragraphe.
Et ça va te donner en fait une très bonne idée de ce qu'il y a dedans pour savoir si justement tu dois donner plus de temps pour aller au cran d'après. Et ensuite, tu as le question answering avec de l'inception. C'est-à-dire que du moins, tu peux prendre le risque de lui poser des questions, mais le modèle pourra halluciner très vite. Le modèle pourra te donner des réponses qui te semblent mais très cohérentes. Et si toi, tu n'as pas cet œil critique, tu vas tomber dans le panneau, tu vas dire « Oh, bah, c'est la vérité ». Mais comme aujourd'hui, en fait, Google n'est pas la vérité. Par contre, ça te donne accès à un volume de connaissances qui est conséquent, exactement comme l'étaient les bibliothèques avant, mais à plus petite échelle. Eh bien, ChatGPT, tu dois être très, très critique vis-à-vis de ce qu'il va te remonter. Ce que tu peux faire, par contre, c'est éventuellement faire ce qu'on appelle de l'inception, c'est-à-dire que tu vas prendre un article ou un document, tu vas lui donner le document et l'article, et tu vas pouvoir poser des questions sur l'article. C'est ce qu'on appelle du question answering. Et ça, en fait, ça marche plutôt très bien, en fait. Et quasiment out of the box, c'est ce que moi, j'utilise quand même pas mal. En fait, pour m'aider, même moi, dans mon travail au quotidien. Au lieu de passer du temps à lire un article long, je vais le donner à ChatGPT en Inception, je vais demander un résumé, je vais poser mes questions. Ouais, c'est ça, la véritable utilisation. Ça, c'est une utilisation de pro, je dirais. Est-ce que finalement, ChatGPT, c'est pas une voiture de course mise entre les mains de tout un chacun, même ceux qui savent pas conduire? Non, je pense pas, en fait, parce que, bon, alors, ce qui se passe, c'est qu'une fois que tu sais que c'est un outil, comme on vient de le décrire, bah, tu dois apprendre, en fait, à l'utiliser. Exactement comme tu as le feu dans la cuisine, un couteau. Je veux dire, quand tu démarres cuisinier, tu te brûles, tu te coupes. Oui, ça arrive, quoi. Ça arrive dans tous les métiers. Et forcément, là, tu vas avoir des effets à peu près semblables qui vont apparaître, accéder à de la mauvaise connaissance, un mauvais résumé qui est fait éventuellement par la machine. C'est pour ça, vois-le comme une augmentation, en fait, de la productivité. Le fait de t'épargner du temps, comme j'aime le dire depuis longtemps, c'est je fais pas d'IA, en fait. Je construis des supply chains d'informations. Et l'IA, en fait, est une des machines que je mets dans ma supply chain. L'objectif final étant la compression du temps. C'est-à-dire comment tu prends des tâches dites cognitives répétitives et comment tu les fais faire à la machine. Parce que on n'est pas très bon, nous, pour faire ça, en fait, à l'échelle. Du moins, je parle du cerveau humain en général. Donc, comment tu crées une bonne combinaison? C'était au cœur du sujet de mon TEDx en 2015. Hein, c'était déjà ce que j'expliquais. C'est, pour moi, le savant mélange entre l'humain et la machine dans cet axe-là peut donner des résultats qui sont extraordinaires. Ce temps libéré, c'est à toi de décider ce que tu en fais après. Donc, c'est une forme de liberté que la machine redonne à l'être humain. Si je puis me permettre de voir ça d'un point de vue plutôt philosophique. À condition qu'elle ne nous trompe pas via des biais, etc. Ça, il y a un podcast très intéressant en ligne. Je pourrais essayer de te le retrouver qui est l'enregistrement de Peter Thiel, qui parle de la dualité des technologies en général et qui explique que justement tous ces nouvelles typologies de modèles qui existent aujourd'hui font partie de cette dualité de technologie. Donc, t'as complètement raison, en fait. Ça peut être utilisé pour le mieux et pour le moins bon. Mais ça va être utilisé pour le meilleur et pour le pire. Bien sûr. En fait, déjà, il y a déjà des articles en ligne qui expliquent sur les notions de propagande, comment ces technologies peuvent être utilisées pour générer potentiellement des tweets ou des posts sur les réseaux sociaux qui semblent très cohérents. Donc, encore une fois, après, c'est comme tout. Et excuse-moi aussi par rapport à ton métier, c'est grosso modo, il faut apprendre aux gens la notion critique par rapport à l'information qui leur arrive. Mais comme c'est pas... Et encore une fois, comme j'aime le dire à chaque fois, et je le dis pour vous, auditeurs aussi, tout ce que je dis, c'est de la data. C'est de la data pour vous, pour que vous puissiez vous faire votre propre modèle, représentation en fait de tout ce que vous recevez. Soyez critique. Ne prenez pas tout comme acquis. Et y compris ce que je dis. Oui, on peut voir ça comme ça. Ce sont des outils qui vont peut-être nous mettre face à de nouveaux problèmes et donc aiguiser notre sens critique. Mais enfin, le sens critique, on sait que c'est pas la vertu la plus partagée. Voilà. Grégory Renard, aujourd'hui, vous travaillez sur quoi ? Aujourd'hui, je travaille essentiellement toujours sur du langage. Alors, je fais plus du tout de dialogue système.
Malheureusement ou heureusement, bah voilà, c'est une évolution. Tu te souviens quand on échangeait, je faisais des systèmes de dialogue, donc des Siri-like systèmes. Aujourd'hui, je suis beaucoup plus focus sur extraction de connaissances, en fait, dans les documents et réduction des temps d'exécution par justement cette extraction de connaissances. Donc, c'est-à-dire comment on va travailler, on va prendre des documents non structurés, donc des documents écrits en langage naturel, par tout à chacun. Comment on va en extraire la structure et engendrer en fait des actions qui vont permettre d'augmenter les individus en fait au quotidien dans leur entreprise. Donc ça, ce sont mes focus. Après les grandes thématiques, comme je t'en parlais, donc j'ai rejoint ICO, donc qui est Applied AI Corporation, donc sur lequel on travaille essentiellement sur tout ce qui est le domaine de l'assurance healthcare. Donc avec un objectif très noble, par exemple, un des éléments sur lequel on travaille, c'est comment on réduit le temps à l'accès au remboursement en fait par rapport aux claims, ou en tout cas le fait de sortir un résultat. Aujourd'hui, une claim peut prendre entre 2 semaines, voire beaucoup plus en termes de traitement. Moi, je le subis ici aux US. On a des claims également, puisque des claims, des plaintes, des réclamations. C'est ça? Voilà, en fait, ce sont des réclamations, mais alors ne le voyez pas dans le sens comme on peut l'avoir en tant qu'Européen. C'est ici aux US, la sécurité sociale fonctionne pas du tout comme en Europe. C'est-à-dire que lorsque vous avez un accident, un bobo, vous êtes malade, votre assurance le couvre et parfois elle va revenir en disant j'ai besoin que tu me donnes plus d'informations pour savoir si tu peux être remboursé ou pas. Et donc typiquement, voilà, t'as un truc qui est un peu spécial, tu fais un dossier, tu l'envoies, c'est analysé, ça met des semaines, mais pendant ce temps-là, c'est toi qui avances en fait. Et donc ton assurance, à un moment donné, elle va dire oui, je rembourse, mais ça a pris 1 mois ou 2 mois. Et donc parfois il y a des familles, 1 mois ou 2 mois, c'est costaud sur certains montants parce que les factures montent très vite ici. Et donc on arrive à réduire de quelques semaines à quelques heures le traitement. Donc en utilisant ce genre de technologie. D'autres sujets, comme on en parlait en fait juste avant. Donc des papiers qui sont en cours en termes de publication, c'est les travaux qu'on mène à Berkeley. Donc on est dans le laboratoire Matrix, dans une sous-équipe où on est une petite équipe de chercheurs qui sont focus en fait essentiellement sur le croisement entre la sociologie et le langage naturel au service de la découverte de propagande. Donc on analyse en fait, c'est au service de la démocratie en clair. Donc là on prend toute la data historique des élections américaines et du Covid. Et on essaie de comprendre en fait les tentatives de propagande et pouvoir les démontrer pour pouvoir expliquer quels ont été les jeux de pouvoir en fait qui ont existé, comment les réseaux sociaux ont été utilisés, comment les sujets de propagande ont pu être utilisés pour ce genre d'approche. Donc qui sont des outils qui a posteriori permettent de mieux comprendre et potentiellement mieux se protéger ou mieux protéger la démocratie ou les élections la prochaine fois. Donc c'est tout un travail de fond qu'on fait, c'est costaud parce qu'il y a énormément de data. Donc voilà. Après d'autres sujets. Vous vous basez sur les startups, tout ce qui s'est passé en 2016 notamment, c'est ça, les offensives sur les réseaux sociaux. Correct. Correct au niveau des élections, mais tout au cours en fait du mandat. Entre autres, ce qu'on a eu au Capitole, en fait, on analyse pour essayer de comprendre comment tout ça a pu monter. Et l'idée, c'est a posteriori de pouvoir comprendre des stratégies, en fait, parce qu'il existe déjà des softwares très puissants qui justement ont été créés pour influencer la propagande dans certains sens. Donc tout ce qui est cybersécurité et reverse engineering social en fait est relativement important sur ce genre de sujet. C'est pour ça qu'on croise en fait des notions de sociologie et de langage naturel. D'autres sujets, typiquement avec Align, Align.me qui est une des startups qu'on a cofondé en fait un petit peu au début du Covid en fait sur une idée qui était toute bête, c'est de se dire comment tu mets toujours l'IA for good en place. C'est-à-dire comment tu utilises ces technologies pour le bien le plus grand nombre. Donc là, vous avez les 2 premiers sujets sur lesquels je suis maintenant, mais un des sujets que j'avais fait pendant le Covid, qui était grosso modo comment tu enseignes les valeurs humaines à une machine. Donc on a trouvé une méthodologie basée en fait sur des familles de type Transformers-like, donc dans la famille un peu GPT. Alors on est sur des notions très intéressantes de few shot et zero shot, donc qui sont les fondements. Donc, quelle est la différence? Donc, on a eu le big data. Du big data, on a évolué vers le few data. Et une fois qu'on a c'est-à-dire il fallait beaucoup de données, il fallait montrer des milliers de photos. Puis ensuite, on a évolué vers il faut très peu de photos. Et là, aujourd'hui, on est en train d'évoluer en disant t'as même plus besoin de photos, tu as juste besoin d'expliquer ce qu'est un éléphant. Ah ouais? Et la machine va être capable de comprendre potentiellement
quand elle verra une photo d'un éléphant, de dire, bah, ça, potentiellement, c'est pourquoi pas un éléphant. Donc, c'est encore des sujets de recherche pour l'instant. D'accord. Mais en fait, on évolue vers le big data, vers le few data, vers le no data. Donc, ce qu'on appelle, en fait, le zero shot learning. Donc, tu vas me montrer un exemple. Et en fait, alors, c'est faux de dire qu'il n'y a pas de data. Il y a énormément de data, mais on a utilisé ce qu'on appelle des modèles de fondation qui vont donner, en fait, une connaissance préalable à la machine. Et donc, exactement comme quand tu vas au zoo avec ton enfant pour la première fois, tu dis, écoute, on va voir des éléphants, des zèbres et des chevaux. Et donc, tu le décris, tu montres pas de photo, tu le décris dans ton propre langage. Quand l'enfant voit un éléphant, il dit, ah, c'est un éléphant, il dit, bravo. Elle voit un zèbre, elle dit, c'est un cheval. Tu dis, attends, là, je vais te repréciser l'élément que tu as manqué pour comprendre que c'était un zèbre et non pas un cheval. Les rayures. Donc, tu vois, c'est ce genre d'approche. En fait, donc, on a entraîné une machine à comprendre les valeurs humaines pour, d'ailleurs, vous pouvez télécharger l'application Eline.me sur les stores, en fait, sur iPhone et Android. Et l'idée, c'est de te permettre on veut pouvoir aider les entreprises à mieux comprendre, grosso modo, comment elles sont perçues, comment elles sont vues. Typiquement, là, j'avais, entre autres, une présentation avec une grande structure française. Donc, je suis désolé, je tairai le nom pour l'instant, mais qui disait, mais c'est juste génial parce que ça me donne, en fait, la visibilité de qu'est-ce qui se passe en termes RSE dans mon entreprise. Aujourd'hui, c'est compliqué pour les entreprises de se comprendre alors que on a l'obligation légale à 2025, si je me souviens à peu près en Europe, à passer sur les notions de RSE, donc ESG en anglais, donc tout ce qui est environnement, sociétal, gouvernance. Oui, on en parle déjà beaucoup, mais c'est vrai qu'il y a voilà, des objectifs. En fait, et là, en fait, on a réussi à trouver une méthode elle est pas parfaite, mais elle fait déjà 80% du job, voire un peu mieux. Donc, ce qui nous permet de commencer à publier des premiers éléments, des premières années. On fait que révéler ce qui est là, hein. Donc, en fait, on crée pas de data, on donne pas de point de vue. C'est plutôt mode suisse et voilà, on refait émerger, on reprend les éléments, on est capable de les consolider et de montrer en fait les articles qui vont expliquer, bah tiens que telle entreprise a tel comportement positif sur le fait d'avoir un board bien balancé en termes de gender et de diversity, de diversité et de homme ou femme. Ou éventuellement on va avoir une politique d'inclusion de la communauté LGBT. D'accord. Est-ce que ça fait du sens tout ça ? Bah écoute, bien sûr, mais il faudra qu'on en reparle plus longuement. Donc je propose qu'on se reparle, et notamment quand tes travaux auront encore avancé, quand tu auras publié les papiers dont tu parles. En tout cas, merci beaucoup Grégory Renard, entrepreneur et chercheur en intelligence artificielle, notamment à Berkeley et à la NASA.